Vous êtes professionnel de santé ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Nous allons découvrir des carrières, des histoires authentiques et transparentes sans tabou. Nous parlerons d'installation, de privé, de public, libéral, mais aussi de rémunération et bien d'autres sujets. Les personnes interviewées seront des médecins, des sages-femmes, des infirmières, des directrices de soins. Vous l'avez compris, tous les acteurs du médical. C'est parti pour se plonger dans leur univers et découvrir les personnes passionnantes et qui sait, peut-être votre prochaine vocation. Je vous souhaite une très bonne écoute sur l'ordre de Nadine. Cette personne qui est à côté de moi, qui est ma maman, qui m'a influencée sans le savoir à l'ouverture de mon cabinet de conseil et recrutement dans le domaine de la santé. Et ça m'a inspiré également aussi qu'il fallait présenter les différentes professions qui existent, tant dans le médical que dans le paramédical, puisque quand vous êtes étudiant, généralement, vous n'avez pas toutes les informations. Donc, une fois par mois, je vais interviewer différentes personnalités médicales ou paramédicales pour que vous puissiez avoir un retour d'expérience et peut-être vous aider soit à trouver votre voie, mais aussi peut-être à vous installer en libéral ou alors peut-être continuer dans le public ou dans le privé. À voir. En tout cas, on va commencer donc avec le docteur Pfister. Bienvenue du coup sur ce premier podcast. Alors, je suis d'abord très contente de participer à ce podcast et de donner un peu mes impressions sur ma vie de médecin. Je suis quand même en fin de carrière et ça a toujours été une grande joie. Et donc, je vais essayer de faire passer ça aux jeunes internes et étudiants en les rassurant. Voilà, donc quand même, je me présente au niveau de mes diplômes. Je suis endocrinologue, docteur Pfister, endocrinologue, médecin de PMA pendant des années. J'ai un diplôme d'éducation thérapeutique, donc je vous parlerai parce que la prise en charge du patient est différente aujourd'hui. Un diplôme aussi de médecine environnementale que j'ai passé il y a 3-4 ans. Et bien entendu, comme je faisais de la PMA, j'ai fait un diplôme d'échographie gynécologique. Voilà. Donc, parler de ma carrière de médecin, c'est amusant parce que en posant des questions, ça me remémore beaucoup de souvenirs, parfois très bons et parfois un peu difficiles, parce que c'est vrai que la carrière de médecin est un long parcours. Nos études, c'est entre 10 et 12 ans, avec de très bons moments et puis des moments difficiles, comme dans toute profession. Peut-être plus particulièrement les médecins. Donc moi, j'ai toujours voulu être médecin. J'ai passé ma première année de médecine sur Marseille, sans difficulté particulière, parce que les filles, nous avons une mémoire incroyable, donc on avale les cours sans aucun problème. Et puis, j'ai passé mon internat en 80. À l'époque, l'internat était régional, donc on avait la chance de pouvoir rester dans notre région. J'étais déjà mariée avec une personne qui travaillait sur Aix, donc je n'ai pas essayé d'autres concours. J'en ai passé qu'un. Et d'ailleurs, j'ai échoué la première fois. J'ai dû le repasser. Pour quelle raison du coup J'ai échoué parce que j'avais énormément travaillé pendant les 2 années, que je ne travaille jamais la veille d'un examen. Et que mes copines avec qui j'étais m'ont dit « Mais Brigitte, il faut tout réviser ». Donc on s'est couché à 2h du matin avant le concours et que j'ai fait des notes brillantes partout, mais hors sujet le matin où j'ai fait mon concours. Et appendicite pelvienne au lieu d'appendicite cœliaque. Donc je m'en souviens encore. Donc j'ai échoué, mais mon mari m'a stimulée pour reprendre la 2e année. J'ai moins travaillé. J'ai quand même passé 2 années de ma vie à faire que ça. Comme tous les jeunes étudiants en médecine, on avale. Donc ça, c'était ta première année, c'est ça? C'est mon passage en internat. Ok. Où tu es étudiant en même temps, tu as tes choix dans les hôpitaux, et en même temps tu passes ton concours. Donc la première fois j'ai échoué, la deuxième fois j'ai réussi brillamment, comme il fallait, et on avait nos choix. Et c'était dans une grande salle, je sais plus si ça se passe comme ça aujourd'hui, mais je crois plus. On avait une grande salle à Sainte-Marguerite, et puis on levait le doigt, on mettait le tableau, et puis on choisissait, en fonction de nos places, nos choix. Et donc, je m'étais dit que j'aimais bien l'endocrino, mais je savais pas trop. Donc, j'ai fait un premier choix d'endocrino avec le professeur Jean Vague. Et ça a été un grand moment parce que c'était une personne humaniste qui savait parler le latin, le grec, l'anglais, l'italien et une force extraordinaire. Donc, j'ai découvert l'endocrinologie avec lui. J'ai appris à rédiger mes lettres de médecin parce qu'une fois, il m'a pris à part, il m'a mis dans son bureau, il me dit Brigitte, c'est quoi, t'as des problèmes? Chaque fois que tu fais une lettre, il y a problème 2. Il me dit que je vais t'apprendre à rédiger une lettre. Donc, j'ai appris à rédiger des lettres correctes. Et du coup, une lettre de médecin, c'est quoi exactement? Une lettre de médecin, c'est un résumé de ta consultation et ton diagnostic et ce que tu dois faire tout ce que tu envisages de faire dans le futur. Mais de façon claire, succincte et pas te perdre dans des problèmes 1, 2, 3. Alors, en tant que jeune interne, donc il y avait ce choix qui était assez sympathique. On était tous ensemble là à choisir nos choix. Donc j'ai fait 2 choix chez Jean Vague, qui était sa dernière année de professeur, et ça a été assez extraordinaire.
Je travaille beaucoup sur l'obésité et sur les syndromes métaboliques et la mode aujourd'hui. Après, j'ai encore fait des choix d'endocrino, puis je me suis dit, bon, c'est ça que je peux faire. C'était la diabéto, la thyroïde, etc. Après, comme l'endocrino, c'est quand même de la médecine interne, j'ai fait des choix de rhumato, de médecine interne et de biologie, mais ça, je l'ignore. Et ça, ces choix, finalement, ils se sont fait Tous les comment? 6 C'était au mois. fur et à mesure Oui. où tu t'es dit, finalement, je veux me spécialiser dans ça ou je veux voir ça pour... Après, ça dépend des choix que tu as. Hmm. Si tu es bien placé, tu peux choisir les choix que tu aimes. J'ai eu la chance de faire au moins 6 ou 7 choix d'endocrino. Chez le professeur Bernard aussi à Sainte-Marguerite, qui était fabuleux aussi. Chez le professeur Codacioni. Et puis tous mes choix parallèles. On avait beaucoup de gardes. On n'était pas bien rémunérés. Et on n'avait pas de repos compensateur. C'était dur. Est-ce que par hasard tu te souviens du montant pour que les gens puissent comparer à aujourd'hui? Mais je sais pas du tout. Je sais que j'ai gagné le SMIC. Pendant 4 ans de ma vie, j'ai gagné le SMIC. Et que mes gardes devaient être payés, je sais pas, on était payés 60 francs. Oui, en plus c'était un franc à l'époque. Voilà. Et aussi, je voulais dire que donc ces choix, c'était tous les 6 mois. Et que pendant ces choix, on était à la fois responsable de nos patients. Les chefs de clinique étaient quand même très présents, ce qu'il est moi aujourd'hui. Et on devait faire toutes les semaines, on avait une présentation de patients avec de développer toute l'information pour former les étudiants. Donc on avait quand même un gros travail intellectuel en plus du travail médical. À ce moment-là, j'avais déjà une petite fille, puis j'en ai une seconde qui était venue un peu rapidement. Et donc, c'était quand même compliqué de passer l'internat, les gardes avec 2 enfants à charge. Mais bon, ça se fait. Il y a les crèches, il y a le mari qui compense un peu. Et puis, à l'époque, j'avais une maman qui était très malade aussi, donc c'était compliqué. Mais bon, tout s'est fait. Alors après, ensuite, Donc là, tu as fait ton internat. J'ai fait mes 4 années d'internat. Et à la fin, je me suis dit, je vais être chef de clinique pour avoir les meilleurs diplômes. Et à l'époque... Est-ce que tu peux déjà, à l'époque, tu pouvais t'arrêter à l'internat et ne pas faire chef de clinique? Oui. À l'époque, il y avait encore des spécialités, là, je sais plus comment ça s'appelle, les CES. C'était eux conformés. On pouvait ne pas préparer l'internat. On pouvait s'arrêter à l'internat. Mais si on n'était pas chef de clinique, on pouvait pas s'installer en secteur 2. C'est-à-dire pouvoir prendre des dépassements lors des consultations. Or, l'endocrinologie est une spécialité de pauvres. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'acte, si on peut pas être en secteur 2, c'est-à-dire prendre le dépassement qui correspond à la longueur de l'acte professionnel, c'est difficile, on ne peut pas tenir. Donc j'avais déjà ça en tête, un peu l'installation future. Donc je suis allée voir le professeur Codacioni, qui était quelqu'un de très imposant et qui était un peu misogyne. Et je dis, voilà, monsieur, est-ce que je pourrais faire mon assistant chez vous? Et il m'a dit, écoutez, vous avez qu'à faire vos preuves. Et donc ça t'a mis dans le bain de suite. Ça a été chaud. À la première visite, il fallait faire un examen clinique d'une rigueur terrible, présenter le patient et tout. Bon, finalement, ça s'est passé. J'ai fait mon j'ai fait mon clinical là. Ça m'a permis de faire de la diabétologie de l'adulte et de faire un choix avec le professeur Mattei, qui était à l'époque dans la reproduction. Donc, du coup, je me suis dit, c'est intéressant aussi d'avoir une portion gynéco. Donc, j'ai fait, pendant mon internat, j'ai fait des choix de gynéco-obstétrique, qui a été pour moi les moments les plus difficiles de ma carrière, parce que j'étais pas obstétricienne, j'étais pas chirurgienne. J'avais ces gardes de week-end qui commençaient on commençait le samedi matin, on finissait le lundi matin, il fallait reprendre son service. Donc, on avait 48 heures plus le lundi. Parce que ça, j'étais pas dans mon élément, parce que c'était pas ce que t'avais vu non plus. C'était pas ce que je connaissais. Donc, j'étais pas bien. Heureusement qu'il y avait des assistants, les chefs de clinique qui étaient là. Mais bon, j'ai fait ces choix de gynéco-obstétrique pour avoir une bonne formation qui me permettait de faire après de la médecine de la reproduction. Voilà. Donc après, alors le choix de l'internat ou de l'hospitalier, je crois que ça dépend beaucoup de la personnalité. Moi, personnellement, la lourdeur hospitalière, demander toujours à quelqu'un, pour un stylo, il fallait demander, pour avoir les vacances, pour créer quelque chose. Pour moi, c'est trop lourd. Et puis, de toute façon, il y avait pas tellement de place de PH. Donc, j'ai d'emblée choisi d'être en libéral. Ça correspondait à ma personnalité. Puis, j'avais des tas d'idées dans ma spécialité. Donc ça s'est fait très facilement en fait, puisque à Aix-en-Provence, il y avait une clinique, une maternité, où il y avait 3 gynéco-obstétriciens à l'époque. Je me suis installée donc en 88. Et donc ça fait 32 ans que je travaille dans cette maternité. Ils n'avaient pas d'endocrino. Donc ils m'ont dit, si tu veux, tu viens, mais tu prends ton cabinet à côté. Et moi j'ai dit non, je veux être en groupe. Je veux former un cabinet de groupe.
Donc j'ai été dans leur bureau avec 3 misogynes pas possible et je travaillais de bureau en bureau, mais j'ai quand même réussi à créer cette force gynéco-endocrine. Après je me suis aperçue qu'ils avaient besoin de prise en charge de stérilité. Donc j'ai passé mon diplôme mon DU de médecine de la reproduction, mon DU d'échographie, tout en ayant mon 3e enfant. Et en ayant plus de gains. Ça, c'était formidable. Donc, j'ai commencé à être donc endocrinologue dans la clinique. On a créé la mise en place des pompes à insuline en privé parce que c'est une maternité catholique et les petites sœurs m'ont fait confiance. Donc, j'ai pu créer ça. Et ensuite, j'ai commencé la médecine de la reproduction. Les FIV, les PMA. Et ça, la clinique, on t'a laissé aussi pour non, faire... parce que c'était une maternité catholique, voilà. Donc c'était pas possible. C'est pour ça que je pose la question. J'ai fait ça dans le cabinet en libéral. Et puis j'ai commencé à être débordée, donc j'ai cherché une associée. Et là, alors, j'ai oublié de dire que l'installation libérale, c'est pas si compliqué. Parce que, je reprends un peu mes lunettes parce que c'était le passé, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être inscrit à l'ordre des médecins, il faut déclarer qu'on est en secteur 2 vu les diplômes. Après, vous rentrez dans un cabinet de groupe, donc il y a un expert comptable. L'expert comptable, il est là, il vous explique qu'il faut être inscrit à l'URSSAF, à la CAMF, qu'il faut avoir une responsabilité, un numéro ADELI. Donc tout ça se fait. Bien sûr qu'il faut anticiper votre installation, mais il faut quand même dire que c'est pas si compliqué. Aujourd'hui, les médecins, vous installez en groupe, c'est la force. Vous créez soit des SCM, soit etc. Mais je veux dire, vous n'êtes pas seul dans l'installation. Il faut arrêter de dire que le privé, c'est un monde difficile, etc. On est très entouré par ses associés et puis par l'expert comptable. Après, on fait ses armes doucement, on fait des bêtises, on paye 2 fois pour ça, pour les rembourser, c'est la vie. Voilà. Mais là, ce que tu dis, je rebondis parce que tu parles de groupe. Oui. Je pense que quand tu veux t'installer toi toute seule, le fait de rechercher aussi les locaux, savoir où est-ce qu'il faut s'installer, avoir son propre expert comptable et découvrir finalement tout seul, je pense que c'est là où c'est un petit peu plus compliqué finalement que de ne pas avoir cette force de groupe. Oui, mais je crois que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont envie d'être en groupe. Ils ont plus envie d'être seuls. Je crois que c'est la fin des cabinets tout seul avec sa petite secrétaire. Bon, ça coûte trop cher. Non, je crois que le groupe est important. Il y a plusieurs façons aujourd'hui. Je crois qu'il y a les CPTS, vous avez les maisons médicales. Nous, à l'époque, on faisait juste des groupes de médecins. Mais je veux dire, c'est pas si compliqué. Alors au début, forcément, on commence à zéro. On a 0 patient. Et comment ça se passe du coup? C'est 0 patient? En fait, on prépare son installation. Enfin, à l'époque, on allait voir tous les médecins environnants, se présenter. On allait voir les généralistes, on allait voir les gynécos, on se présentait, on montrait nos diplômes. Après, mes associés, sachant que j'arrivais à déjà préparer un peu le terrain en commençant déjà avec des patients. Et puis, c'est une petite boule de neige. Très vite, ça se fait une clientèle. Je veux dire, aujourd'hui, surtout dans l'époque où les jeunes vont s'installer, il n'y a plus de médecins. Vous avez une clientèle très vite en un an. On n'a pas de problème financier quand on s'installe, à moins d'avoir un gros investissement. Mais en général, vous avez des emprunts médicaux. C'était tout est facilité finalement. Moi, je n'ai pas trouvé très compliqué. Après, il faut être organisé. Être dans le libéral, c'est quelqu'un qui est organisé dans sa tête, qui est indépendant. Et donc, de par ce fait, vous savez organiser avant de vous installer, vous n'arrivez pas comme ça. Voilà. Et quand tu dis organiser, pour toi, c'est de prévoir en amont la rencontre avec les différents médecins, se présenter. Oui, c'était ne pas démarrer mon médecin, ouvrir mon cabinet, avoir 0 patient. Okay. J'avais déjà fait le tour avant de m'installer, quand je finissais mon clinica. J'ai fait le tour des médecins. Je me suis présentée, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. J'ai vu avec la clinique ce que je pouvais faire dans la clinique en tant qu'endocrinologue. Donc on a tout de suite vu qu'il y avait les grossesses diabétiques, etc., qu'il y avait un vide terrible. Et donc, en fait, j'ai commencé assez rapidement. Donc après, donc tout ça, c'est des assez bons souvenirs de médecine. Un peu difficile, l'obstétrique n'était pas dans ma spécialité. Et oui, ça, c'est des mauvais souvenirs. Et je voulais revenir justement sur, donc après ton clinica, où toi, tu t'es d'office dit que tu voulais forcément être dans le privé. Ouais. Donc ça, c'était une ligne naturelle chez toi. Ouais. Est-ce que quand tu as fait tes débuts en libéral, tu as rencontré des difficultés, que ce soit pour t'installer, que ce soit la rencontre avec des personnes, de trouver un associé? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Il faut faire sa marque, c'est-à-dire il faut montrer que tu sais, il faut que les médecins généralistes puissent t'adresser les patients et que tu sois disponible, être simple, parce que quand on sortait chef de clinique, on était un peu fiers, quoi, peut-être, mais savoir se remettre à la portée des gens.
Et puis apprendre ces consultations, parce que quand tu es à l'hôpital, tu fais des visites, tout ça. Quand tu es en libéral, c'est tous les jours des consultations. Et c'est fatigant quand même de consulter toutes les demi-heures un patient, de faire un diagnostic, de parler. On n'est pas formé pour la consultation comme ça. Quand tu es chef de clinique, tu fais 2-3 consultations dans la semaine, mais c'est tout, quoi. Et tu fais quoi du coup après quand tu es chef de clinique? Eh ben, quand tu es chef de clinique, tu dois faire des articles, tu es responsable du service, tu as d'autres responsabilités. Mais tu es dans un milieu ouaté quand même, où tu es entouré, la responsabilité elle est partagée. La difficulté du libéral, en particulier pour les chirurgiens, mes collègues gynéco-obstétriciens, c'est que tu es seul, tu es responsable de tes actes. Après ça, si tu as la personnalité pour, ça va. Mais aussi le groupe, t'es pas... Moi, je ne me suis jamais sentie seule en médecine, j'ai toujours travaillé en groupe. Et c'était facile, assez facile. Donc on commence avec une petite clientèle, mais comme on n'a pas beaucoup de frais, on ne gagne pas beaucoup de sous, on en a déjà beaucoup gagné quand on était interne. Donc pour l'instant, il y a le mari qui commence un peu. Et puis la clientèle se développe. Et il y a aussi un facteur qui existait, c'était une espèce d'engouement, c'est-à-dire... comme tu es très demandé, tu consultes de plus en plus, et une espèce de fierté. Oui, mais tu travailles trop. Enfin, notre génération, on a trop travaillé. On travaillait tous les jours, de 9h à 18h, plus tout ce les formations aussi, parce que quand tu es médecin, il faut te former, donc tu as des congrès, on faisait beaucoup de réunions de staff, toujours, bien entendu, des concertations médicales avec l'hôpital, on avait gardé une consultation. Enfin, quand même, notre génération, on a énormément travaillé. C'était le travail d'abord, la famille, on s'en sortait, mais c'est vrai que les enfants, en tout cas les 2 premières, ils ont quand même été beaucoup. Après, c'est des choix aussi, et une fois que tu es dans ton quotidien, c'est toujours compliqué de sortir un peu la tête de l'eau. Je reconnais que les jeunes d'aujourd'hui qui privilégient leur vie de famille aussi, je le comprends aujourd'hui avec mon regard de femme plus âgée. Je voulais revenir, tu m'avais parlé aussi que tu avais une difficulté justement plus au niveau personnalité avec une personne que tu cherchais, et je pense que c'est important de revenir là-dessus parce que c'est vrai que peut-être que toi tu avais certaines facilités pour beaucoup de choses, mais il t'est quand même arrivé un mauvais souvenir. Donc comme mon cabinet s'agrandissait, il fallait que je prenne mon associé. Et donc, je me suis dit, bon, l'associé, c'est pas difficile, elle aussi, ancienne interne, chef de clinique, de l'hôpital de Marseille, ça va coller, quoi. Donc, on a fait un contrat équivalent. Et au bout de quelques mois, elle a choisi de changer de spécialité, puisqu'elle avait fait des choses d'obstétrique et de neuroobstétricienne, ce qui n'est pas le deal. Et à la base, tu l'avais pris pour comme endocrinologue et médecine de la reproduction. Vous étiez mis d'accord ensemble. Voilà, elle voulait plus faire d'endocrino, donc je me suis retrouvée avec énormément d'endocrino, plus la médecine de la reproduction qu'elle voulait faire pratiquement toute seule. Donc ça s'est très mal passé. Et puis on est resté quand même 2 ans associés, en travaillant quand même correctement pour les patients, puisque pour les patients ça allait s'entendre. Et puis un jour elle a perdu quelqu'un, elle s'est arrêtée du jour au lendemain. Donc je me suis retrouvée avec une double clientèle, un associé de diplôme qui faisait la reproduction avec moi. On était de garde tous les week-ends. C'était nous on faisait les FIV PMA, mais les échos on faisait pas les ponctions et les transferts. Enfin c'était très lourd. Et après j'ai retrouvé une autre associée, donc j'avais tellement peur que j'ai fait un contrat bidon, que j'ai même demandé à mon mari de venir manger avec elle. J'avais trop peur de me tromper de personnalité. Ouais, je pense que oui, ça m'a traumatisé, oui. Et finalement l'erreur que tu avais fait m'a servi. Mais c'était vraiment au niveau du contrat d'associé, c'était pas assez précis, et du coup elle a pris en avocat, on a fait un contrat très précis avec toutes les conditions où je m'étais trompée, et après ça s'est très bien passé. J'ai une première associée où vraiment ça a été merveilleux, elle est toujours mon associée, puis une deuxième, puis encore une troisième qui est arrivée, toutes de formation équivalente, et ça c'est très important. Ancienne interne, chef de clinique, même formation, même cheminement intellectuel. Après, il y a la personnalité qui joue, mais bon, maintenant, donc, de seule, j'en ai 4 endocriniens. Donc, du coup, j'ai pu prendre un peu de recul par rapport à ma spécialité. Je me suis retirée de la PMA, qui prend beaucoup d'énergie. Et puis, j'ai passé un diplôme d'éducation thérapeutique parce que je pense qu'aujourd'hui, la prise en charge du patient est différente. On n'est plus le médecin qui doit dire il faut faire ci, il faut faire ça. Hein. Et je trouvais intéressant de remettre le patient au milieu de la clinique. Donc ça, c'est l'éducation thérapeutique. Ce qui m'a permis de créer
à l'Étoile des journées d'éducation thérapeutique autour du diabète gestationnel et des obésités grossesse. Et puis, j'ai été passionnée grâce à un patron de Nice, je ne peux pas dire le nom, mais qui était extraordinaire aussi. J'ai été très saisie par les perturbateurs endocriniens et j'ai passé un diplôme de médecine environnementale il y a 4 ans à Nice-Montpellier avec le mémoire à faire, parce que j'ai fait un DU à mémoire. Ouais. Donc voilà, je l'ai fait. Et du coup, maintenant, je fais, puisque j'ai 67 ans aujourd'hui, donc je suis en semi-retraite. Je travaille mon endocrino avec mes associés. Je fais médecine des éducations thérapeutiques dans la clinique et je fais plein de conférences sur la médecine environnementale, puisque fais partie d'une association maintenant, bénévole bien entendu, qui s'appelle l'ASEF, Association Santé Environnement France. Voilà. Ok. Et finalement, aujourd'hui, avec toutes ces années d'expérience que tu as, on a parlé un peu des difficultés sur le libéral, plutôt sur le niveau de avec qui je peux travailler, avec qui je peux faire confiance aussi. Ou finalement, tu as eu la chance d'avoir que une petite mauvaise aventure pour que la suite se passe très bien. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi dans la médecine? Où est-ce que tu te retrouves? Qu'est-ce qui te plaît finalement dans ton métier? Parce qu'il y a plein de branches qui sont différentes, il y a la consultation, il y a énormément de choses. Et pour toi, qu'est-ce qui t'a plu finalement toutes ces années dans ton métier? Eh ben, c'est à la fois le contact avec le patient. Quand vous aimez la médecine, ben, vous êtes bien avec votre patient. Après, il faut quand même dire que la relation avec le patient a bien changé. Le respect qu'il y avait auparavant, les milliers de cadeaux qu'on avait en fin d'année, ça a disparu. Mais il y a toujours quand même une belle relation médecin-patient. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je me rends compte que c'est un métier difficile. Là, quand on fait dérouler les années, il faut avoir quand même une personnalité forte, être bien organisé, savoir séparer sa vie familiale de sa vie professionnelle. Et puis la deuxième chose, c'est le caractère intellectuel. C'est-à-dire que la médecine, on l'a fait, mais il faut toujours se former, il faut faire des groupes. Nous, on a créé plein de choses depuis que je suis installée dans le privé. Mais ça, c'est la passion. On ne s'installe pas dans une routine à consulter et tout ça. Et c'est ça le libéral. Voilà. Mais c'est ça, de faire plus aussi, pouvoir s'investir sur plein de projets. Tu peux rester à plusieurs niveaux si tu as envie, tu fais de la consultation et puis point. Mais tu peux aussi être un moteur dans ta spécialité. Tu peux faire des conférences, tu peux faire des formations pour les médecins, tu peux on est obligé de faire des formations, d'aller au congrès, etc. Sinon notre spécialité bouge tellement. Et là, ce qui m'étonne, c'est qu'on nous oblige là bientôt. J'ai vu pour les jeunes médecins, il faut prouver qu'on est formé. Je dois dire, je pense que on a plus de congrès à notre actif que tout ce qu'ils demandent pour les formations. Voilà. En conclusion, je dis que la médecine est un très bon métier. Je pense que les jeunes médecins, vous avez raison de privilégier votre vie familiale. Je vois beaucoup de jeunes femmes qui font des mi-temps comme ça en quinconce, mais je trouve très bien. Après, voilà, c'est une question d'organisation, il ne faut pas se faire manger non plus, et les jeunes ont raison là aussi. C'est génial, merci beaucoup. Et juste, je voulais revenir sur un point qui est quand même assez important et qui revient souvent au niveau des internes, c'est qu'ils n'ont pas l'information au niveau de la rémunération aussi. Est-ce que tu peux donner une fourchette? Parce que dans le libéral, évidemment, c'est en fonction du nombre de patients que tu fais. Là, tu es en pré-retraite, donc évidemment, tu travailles que 2 jours par semaine, donc c'est pas le même niveau non plus. Est-ce que en moyenne, 2 jours et demi, 3 jours, pardon. Est-ce qu'en moyenne, tu pourrais donner au moins une indication? Parce que, en sachant que quand tu as ton cabinet, tu as ton chiffre d'affaires, bien sûr. Ensuite, qu'il faut donner aux cotisations et tout ça, donc il baisse énormément. Généralement, on est aux alentours de 45%, 50%. Et finalement, toi, qu'est-ce qui te reste au mois ou à l'année, comme tu veux, en moyenne? Parce que je sais que comme endocrinologue, j'avais les échographies, en plus, les asséminations, tout ça, donc ça rapportait bien, puisque je faisais des actes. Je pense que je devais gagner, mais j'ai jamais regardé trop combien je gagnais. Je pense que je devais gagner 6 à 7 000 euros par mois. Oui, c'est ça, en mois, plus ou moins, effectivement. Voilà. Après, donc j'ai toujours fait des actes, donc j'ai toujours bien gagné ma vie. Et là maintenant, en semi-retraite, donc toutes tes charges tombent. Et donc tu dois payer encore la CAF 1 000 euros par mois. Ça, c'est un scandale. Alors que tu n'as pas de cotisation en plus pour ta retraite. Mais non, je pense que quand on est bien organisé, après, mes collègues gynéco-obstétriciens, les collègues chirurgiens, ils gagnent certainement le double de moi. Mais je pense que déjà, c'est un bon salaire. Et puis, on sait s'organiser pour après aller chercher les enfants à l'école. Voilà, je dois dire que les 2 premières années de mon internat, j'ai un peu laissé ma vie de médecin. Oublié un peu ma vie de famille.
mais qu'après, on se rend compte qu'on peut très bien gérer, s'organiser avec ses associés, etc. Donc moi, je suis pour la médecine de groupe, s'entendre avec des gens qui ont les mêmes valeurs que soi et les mêmes diplômes. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est là où tu te retrouves finalement, que ce soit dans le milieu de la médecine ou de partout. C'est quelque chose qui se duplique. Là, moi, je travaille toujours et je suis toujours aussi heureuse dans mon cabinet à voir mes patients, à discuter avec eux, à faire des beaux diagnostics encore. Donc c'est le plaisir de l'endocrinologie, qui est une spécialité extraordinaire. Extraordinaire et variée aussi, avec tous les complémentaires que tu peux faire. Oui, tout ce que j'ai pu faire comme choses différentes, c'est formidable. Et ben, en tout cas, un très grand merci d'avoir pris le temps pour tout le monde, parce que je pense que c'est des informations qui sont importantes. Vous avez pu voir un vrai retour finalement réel d'un médecin qui a X années de carrière. Évidemment, les périodes ont changé, donc c'est bien aussi d'avoir fait un retour sur l'évolution de la société aussi. Oui, je pense que mon métier d'il y a 20 ans n'est plus le métier d'aujourd'hui. Donc il faut s'adapter, il faut protéger les médecins. Oui. Ce que je trouve aussi, c'est que les médecins ne sont pas bien respectés par rapport au travail qu'ils font. Et il faudrait qu'on nous défende un peu plus au niveau de notre carrière et de tout ce qu'on fait, qu'on nous valorise beaucoup plus. Voilà, c'est ce que je pense. Valorise au niveau, tu veux dire, du coup, au niveau gouvernemental aussi. Oui, il y a beaucoup de contraintes de administratives, beaucoup le parcours du patient, le parcours de ci, mais qui est important, mais du coup, ça va aussi dans les deux sens. Dans les certifications, on parle beaucoup du parcours du patient, c'est très très bien, mais peut-être on pourrait parler un peu du parcours du médecin, du respect du médecin qui se dévoue et qui n'en a pas toujours beaucoup le recours et qui est l'administratif qui est extrêmement lourd, c'est vrai. Ok. Voilà. En tout cas, comme dit, c'était très intéressant. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, vous pourrez les poser. Et puis, on se retrouve sur une deuxième session. On verra avec quelle typologie de profession. Je pense que ce sera plutôt radiologue, si jamais ça peut vous intéresser. Et encore une fois, un très grand merci, Dr Pfister. Avec plaisir, ça m'a fait rappeler plein de souvenirs. Merci de votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver nos vidéos sur Insta, LinkedIn, YouTube et Facebook. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.